Alors, je m'appelle Sébastien Descotes-Genon, je suis chercheur au CNRS et je travaille au laboratoire de physique théorique d'Orsay, qui est situé sur le campus de l'Université Paris-Sud. Alors, c'est un travail qui a beaucoup de composantes, c'est-à-dire que on s'imagine probablement souvent des théoriciens un peu comme Albert Einstein, c'est-à-dire je suis devant un tableau noir avec de la craie, quelques feuilles éparses et griffonnées. Alors cet aspect-là où on travaille sur des équations, il existe évidemment. Donc l'idée c'est évidemment de résoudre des équations pour essayer de comparer une théorie avec des résultats expérimentaux. Mais maintenant, ce qu'on fait beaucoup plus, c'est d'utiliser l'outil numérique en fait. Donc très souvent, en fait, on va faire nos calculs, non pas simplement avec du papier et du crayon, mais sur l'ordinateur. C'est-à-dire qu'une grande partie de notre temps, en fait, on le passe à manipuler des équations ou faire des calculs numériques grâce à l'ordinateur. Donc ça, c'est un aspect qui est différent de ce qu'on peut imaginer quand on pense aux physiciens théoriciens. Et puis l'autre aspect qui est aussi important, c'est que les théoriciens ne sont pas dans une espèce de bulle. Ils travaillent aussi beaucoup en relation avec les expérimentateurs. Il y a beaucoup d'échanges entre les gens qui font les manips et les gens qui participent à leur interprétation. Et ça, c'est fait de façon très régulière. On n'attend pas simplement 3, 4 ans pour avoir les résultats et ensuite seulement commencer à réfléchir sur ce que signifient les résultats. En fait, il y a très souvent, toutes les semaines, des discussions qu'on peut avoir entre théoriciens et expérimentateurs. Euh, et c'est très enrichissant. Et puis une dernière chose peut-être qu'il faut mentionner, c'est que on est aussi à l'ère d'Internet. Et en fait, on utilise beaucoup les moyens de communication divers et variés qui existent pour travailler vraiment de façon mondialisée. C'est-à-dire qu'on travaille beaucoup avec des collègues qui sont littéralement à l'autre bout de la planète. Moi, j'ai des collègues qui travaillent au Japon, en Australie, aux États-Unis, et avec qui je collabore régulièrement, j'écris des articles, je suis vraiment en relation quotidienne. Alors, il y a deux personnes différentes et pour des raisons différentes. Et en partie parce qu'il y a deux questions différentes. Du point de vue, en tant que chercheur, c'est clair que pour devenir chercheur, il faut faire une thèse. Et donc, c'est 3 ans de travail sur un sujet donné. C'est le premier moment où, en fait, on va faire un travail de recherche authentique. C'est-à-dire qu'on va créer quelque chose qui n'existait pas avant, de la connaissance qui n'existait pas auparavant. Et dans ce travail-là, eh bien, on a quelqu'un qui est un directeur de thèse, qui en fait propose un sujet et accompagne l'étudiant pour aboutir à quelque chose d'intéressant et de nouveau. Et donc, ça, forcément, mon directeur de thèse, qui est en fait quelqu'un qui malheureusement est décédé maintenant, qui était un chercheur tout à fait remarquable, d'origine tchèque, Jens Stern, qui travaillait à Orsay, il a évidemment été déterminant pour mon parcours de chercheur. Et il y a aussi une autre personne que j'ai jamais vraiment rencontrée, mais qui a été très importante, c'est Carl Sagan, qui était un astrophysicien qui a eu un rôle éminent dans toute l'exploration spatiale, études de Mars en particulier, parce qu'il a fait une émission de vulgarisation qui s'appelait Cosmos, qui était diffusée sur Antenne 2 à l'époque, c'était il y a un certain temps, et qui était remarquable, enfin que je trouvais remarquable, parce il y avait on comprenait bien tous les enjeux qu'il y avait derrière, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas simplement la conquête spatiale en elle-même, mais il y avait vraiment une philosophie de ce qu'était la science, de ce qu'elle pouvait apporter à l'homme, et des découvertes et des surprises qu'on avait pu avoir au fil des siècles, qui étaient exposées. Il y avait quelque chose de très philosophique, de très poétique et de très scientifique à la fois là-dedans, et je pense que ça a beaucoup participé à l'intérêt que j'ai pu trouver dans les sciences. Je me suis dit, ah, c'est quand même intéressant ce qu'il raconte. Il y a quand même des choses sur lesquelles on peut réfléchir dans différents domaines et vraiment ça enrichit la personne qui s'y intéresse.
Alors, ça, c'est pas une question facile. Euh, non, parce que le problème, c'est que généralement, les vraiment grands théoriciens, on s'en aperçoit tard. Non pas parce qu'ils font pas des choses intéressantes tôt, mais c'est que la profondeur de ce qu'ils ont fait, souvent, on le découvre progressivement et on ne s'en aperçoit que relativement tard. Donc, bon, il y a deux théoriciens pour lesquels je pense que je prends pas trop de risques en le disant. Même s'il y en a certainement des tas d'autres qui sont infiniment mieux, et je n'ai pas eu la chance de les côtoyer suffisamment, et je ne l'ai pas remarqué. Mais donc il y a deux théoriciens qui sont plus très jeunes, mais qui sont encore en vie. C'est Steve Weinberg et c'est Edward Witten. Donc Steve Weinberg, c'est un chercheur qui en particulier a beaucoup réfléchi sur ce qu'on appelle maintenant l'interaction électrofaible, donc l'unification de deux des forces fondamentales. Mais en fait, il a fait beaucoup d'autres choses. Et en fait, il a travaillé beaucoup sur une notion qu'on appelle de théorie effective. C'est-à-dire, on a une théorie, mais qui en fait est le reflet de quelque chose de plus profond qui se passe à des distances plus petites. Comment est-ce que les deux se parlent? Quels sont les liens qui existent entre cette théorie apparente et cette théorie qui est derrière? Et il a bâti de façon très rigoureuse des résultats très intéressants autour de ces notions-là. Et c'est des notions qui se retrouvent partout en physique. Sans arrêt, on va se dire, en fait, ce que je vois, je bâtis un modèle, mais ce modèle, il n'est pas complet, il ne contient pas toute l'info. Il y a des tas de choses qui sont derrière, et je ne les vois qu'à travers ce filtre-là. Et bien comprendre ce que cette théorie a à me dire sur ce qu'il y a derrière, c'est quelque chose d'essentiel pour un physicien théoricien. Et puis donc Edward Witten, c'est quelqu'un qui est un chercheur, un physicien théoricien, qui a fait beaucoup de résultats très très variés au bord de la physique mathématique, sur des extensions peut-être pas forcément extrêmement intéressantes du point de vue physique, mais intéressantes du point de vue mathématique, ce qu'on appelle la théorie des cordes. Des aspects beaucoup plus appliqués, phénoménologiques, en relation avec l'expérience. Donc il a eu comme ça un parcours très très vaste. Et je pense que certains des résultats qu'il a acquis vont rester de toute façon. Donc là aussi, c'est quelqu'un, je ne prends pas beaucoup de risques en disant il est probablement quelqu'un de très intéressant. Mais il y en a certainement des tas d'autres. Je pêche par ignorance. Alors la première chose, c'est d'être curieux, c'est-à-dire de s'intéresser à beaucoup d'aspects différents, parce que je pense que l'intérêt, en particulier de nos jours, des sciences, c'est que on a réussi à faire des liens entre des tas de phénomènes et des tas de champs scientifiques, de disciplines scientifiques différentes. Par exemple, au-delà de la physique, maintenant on a des choses qui sont communes à la biologie et à la chimie, puis à la chimie, à la physique, et puis aussi à la physique et aux maths. Et donc c'est très important pour un chercheur et même pour quelqu'un qui n'est pas forcément un chercheur mais qui s'intéresse aux sciences, de garder l'esprit ouvert et de s'intéresser à beaucoup d'aspects différents des phénomènes. Et ça passe par de la lecture, regarder des émissions, ça peut être sur YouTube, sur votre télé favorite si vous voulez, peu importe. Et puis aussi aller voir ce qui se passe dans les labos. On fait souvent des journées portes ouvertes, on peut discuter de cette manière-là avec des chercheurs, mais aussi avec des ingénieurs, des techniciens qui travaillent sur ces questions scientifiques. Et ça permet aussi d'apprendre des choses à la fois sur des résultats scientifiques et puis aussi sur comment ça se passe la science. Au quotidien, qu'est-ce que c'est la science? Et la dernière chose que je conseillerais, c'est de poser des questions. Même des questions qu'on pense être idiotes, surtout si c'est des questions qu'on pense être idiotes. D'abord parce que si elles sont vraiment idiotes, on aura la réponse immédiatement, donc ce serait dommage de s'en priver. Et puis souvent, il y a des questions qui ont l'air stupides et qui en fait sont extrêmement profondes et qui parfois n'ont pas de réponse encore pour l'instant. Et donc c'est très intéressant d'échanger avec les gens pour essayer de mieux comprendre pourquoi est-ce qu'on ne les a pas résolues. Donc de la curiosité et puis des questions. Je pense que c'est les deux choses que je conseillerais en premier.